je vais vous présenter le profilage des vins par la microbiologie, original par nature. Donc en fin de compte, le profilage des vins par la microbiologie doit relever 3 défis. Le premier défi, c'est le changement climatique que l'on subit tous et qui va avoir un impact sur la composition des raisins, donc sur les profils des vins qui en découlent, mais également sur la stabilité microbiologique et la conservation des vins. Ce sont donc des défis techniques que l'on va devoir relever, que ce soit à la vigne et au chai. Donc en fin de compte, le second défi qu'on doit relever, c'est l'attente des consommateurs sur le profil des produits, qui va osciller en fin de compte entre tradition, c'est un reflet du terroir, et innovation. Donc en fin de compte, le consommateur, il a conscience qu'il y a un changement climatique, mais lui, ce qui l'intéresse quand il choisit un vin, c'est l'émotion qu'il en retire. Donc il n'a pas du tout envie de savoir que nous, on a des complications à produire des vins qui répondent à ses attentes et qui sont modifiés par le climat qui change. Du coup, le troisième, en fin de compte, défi que l'on doit relever, qui découle du deuxième, c'est la réduction des intrants chimiques, et notamment du soufre, également le bilan carbone, puisqu'on est de plus en plus attaché, en fin de compte, à l'écologie, donc il faut faire attention à ce que l'on fait. Donc, en fin de compte, le changement climatique, il a surtout un impact sur l'œnologique. C'est-à-dire qu'en fin de compte, au niveau des raisins, on a 3 maturités, technologiques, phénoliques et aromatiques. Autrefois, en fin de compte, pour trouver une date de vendange, c'est facile. Les 3 maturités étant superposées, dès qu'on en trouvait une, on avait les 3. Malheureusement, avec le climat qui change, on a un décalage de ces maturités. Et malheureusement pour nous, la technologique arrive en premier et on doit attendre la phénolique et l'aromatique. Les conséquences sont nombreuses et la première, c'est l'accumulation des sucres, donc augmentation du degré, une dégradation du malique, donc une montée du pH, ce qui va entraîner en fin de compte une modification aromatique, mais surtout une instabilité microbiologique et colloïdale. Donc en fin de compte, le climat change et on va produire des vins qui sont instables, déséquilibrés et lourds. En gros, qui ne correspondent pas du tout à ce que veut le consommateur. Donc en fin de compte, l'acidité, il faut savoir que c'est quelque chose de très important au niveau des raisins. Et s'adapter, c'est mieux comprendre les mécanismes existants et leurs conséquences sur l'élaboration du vin pour pouvoir adapter ce que l'on fait dans les chais. Donc dans le raisin, on a 2 principaux acides, tartrique et malique, qui représentent 90% de l'AT. Donc je vais vous montrer d'un premier temps l'évolution de l'acidité à la vigne au niveau du cycle de croissance des raisins. Donc en fin de compte, on voit que de la floraison, en fin de compte, à la véraison, on a accumulation de différents composés, et notamment du tartrique et du malique. On va atteindre, en fin de compte, un pic au niveau de ces acides au moment de la véraison. Par contre, ce qu'il faut bien regarder, c'est ce qui se passe de la véraison à la maturité physiologique. Donc, en fin de compte, l'acidité tartrique, lui, qui est accumulée jusqu'à la véraison, n'est pas dégradée. Donc, sa quantité ne bouge pas. Par contre, vous voyez qu'en fait, on n'est pas à ce niveau-là, on est à ce niveau-là. La raison, en fin de compte, c'est que par augmentation du volume des baies, on a un effet de dilution de l'acide tartrique. Donc sa quantité est la même, mais il est dilué. Par contre, l'acide malique, qui lui, en fin de compte, est une source d'énergie pour la vigne, c'est grâce à ce malique qu'elle pourra respirer et supporter les stress thermiques et hydriques. En fin de compte, il va être métabolisé pour supporter ces stress. Et donc, du coup, la quantité de malique entre la véraison et la maturité physiologique va diminuer. Donc, aura un impact sur le pH. Donc, vous comprenez bien qu'avec le changement climatique, si on a un stress, par exemple, thermique ou hydrique à ce moment-là, c'est au moment, en fin de compte, on commence à accumuler l'acide malique, on va avoir à la fois une accumulation de malique et une dégradation du malique. Donc, on va se retrouver au moment de la véraison avec une quantité de malique inférieure. Donc, du coup, un pH plus haut, donc des problèmes plus importants après au niveau des chais. Maintenant, en fin de compte, au niveau de ce qui se passe en vinification, on a également, en fin de compte, une modification des acides, et celle qu'on ne prend pas toujours en compte, c'est ce qui se passe en fermentation alcoolique. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les levures, elles transforment le sucre en alcool, mais elles ont également une activité démalicante. Et cette activité est modulable en fonction des souches et peut aller jusqu'à 1 gramme par litre, donc ce qui est énorme. C'est-à-dire qu'en fin de compte, en fermentant, elles vont également faire monter le pH. Ensuite, on a la fermentation malolactique qui, elle, comme son nom l'indique, démalique. Donc, en fin de compte, on a également une diminution d'acidité et une montée du pH. Donc, en conclusion, que ce soit à la vigne ou au chai, en fin de compte, plus le pH va monter, plus on aura en fin de compte une diminution du soufre actif, un impact organoleptique sur la fraîcheur, mais également sur la stabilité microbiologique. Pardon. Donc, du coup, dans les défis, il y avait la réduction ou la suppression d'intrants chimiques. Donc en fin de compte, là je vous montre les états et le rôle du soufre, juste pour vous dire en fin de compte que sortir un élément, un ingrédient, c'est bien, mais il faut savoir à quoi il sert et par quoi le remplacer.
Donc on voit qu'en fin de compte, les principaux rôles du soufre, c'est un rôle antioxydant, antioxydasique, antiseptique, mais il a également un effet sensoriel, c'est-à-dire de masque aromatique. Et en fin de compte, cet effet du soufre, pour une même quantité, va être modulé par le pH. Plus le pH sera élevé, moins le soufre sera actif, et plus le pH sera bas, plus il sera actif. Et donc plus le pH sera bas et le soufre actif, plus il aura un effet masquant sur l'aromatique au niveau sensoriel. Donc maintenant, j'ai abordé les micro-organismes. Donc dans un premier temps, ce qui module l'acidité. Donc en fin de compte, il n'y en a vraiment qu'un seul qui acidifie, ce sont les Lachantia thermotolérance. Ensuite, on a les Saccharomyces qui peuvent avoir une activité acidifiante ou désacidifiante avec les acidiques et les démaliques. Et ensuite, les bactéries lactiques qui, elles, désacidifient. Donc, je vais commencer par les Lachantia. Donc, en fin de compte, les Lachantia sont des non-Saccharomyces qui ne fermentent pas, mais qui vont en fin de compte utiliser le sucre pour produire de l'acide lactique. Mais elles produisent également du glycérol. Donc, elles ont un effet sur l'acidité et sur le gustatif. Donc, on a une diminution du TAV, une augmentation en fin de compte de l'acidité et une diminution du pH. Donc, quelque part, on a une action sur la stabilité microbiologique, puisque plus, en fin de compte, le pH sera bas, plus sera simple pour nous de pouvoir contrôler ce qui se passe dans le vin. Donc, en fin de compte, c'est presque la levure non saccharomyces la plus compliquée, en fin de compte, à manipuler et à dompter, comme l'a dit Vincent, parce qu'en fin de compte, il faut vraiment bien la connaître et bien savoir dans quelles conditions, en fin de compte, on peut obtenir le meilleur d'elle-même, parce qu'en fonction de comment elle est utilisée, on peut avoir soit des bonnes nouvelles, soit des mauvaises nouvelles. Par exemple, une production excessive de lactique ou pas de production de lactique. Donc les paramètres qui sont très importants en fin de compte à suivre, c'est la température. Il faut savoir qu'en dessous de 20 degrés de température, c'est vraiment pas une température qu'elle aime bien. Elle va peu se développer ou voire pas se développer. Donc il faut vraiment tenir compte de ça quand vous l'inoculez. Le deuxième facteur très important en fin de compte, c'est le séquentiel. C'est-à-dire qu'elle n'aime pas les Saccharomyces. Donc la mettre en même temps ou en présence de Saccharomyces, vous n'aurez aucun effet. Elle ne produira pas de lactique, donc du coup vous n'aurez pas de baisse non plus de TAV. Par contre, la quantité d'acide lactique produite en fin de compte par la Lachantia va être dépendant du temps, du délai que vous mettez par rapport aux Saccharomyces. C'est-à-dire que plus vous mettrez les Saccharomyces tard, c'est-à-dire en mettant un délai de 24, 48 ou 112 heures, plus vous produirez d'acide lactique. Donc ça, il faut en tenir compte. Mais après, l'acide lactique qu'elle produit quand elle est toute seule jusqu'à l'inoculation de la Saccharomyces, il faut savoir qu'après, elle continue à en produire, et ce jusqu'à 8 degrés d'alcool. Donc, ce n'est pas négligeable. Donc, quand vous l'utilisez, il faut vraiment savoir ce que vous voulez obtenir d'elle pour savoir comment la manipuler. Il ne faut pas juste dire, tiens, je veux produire de l'acidité, je la mets et je verrai bien après. Non, il faut savoir quand on la met, dans quelles conditions et à quel moment on met la sac après et combien on va obtenir en fin de compte d'acide lactique in fine. Pardon. Le troisième point à prendre en compte, c'est sa nutrition azotée. Elle est très gourmande. Elle consomme 130 mg par litre. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, quand vous dosez votre azote sur votre mou, il faut l'augmenter de 130 pour être tranquille. Parce qu'après, vu qu'on est fermentation alcoolique, il faut qu'il reste des nutriments pour la levure. Donc, parfois, il faut en rajouter également. Donc, en fin de compte, la température, le séquentiel avec la Saccharomyces et la nutrition azotée sont 3 paramètres très importants. Là, je vous montre en fin de compte comment moduler son utilisation. Comme je vous l'expliquais, en fin de compte, le moment d'inoculation est très important, et surtout l'inoculation de la Saccharomyces, dans quel délai après la Lachantia. Le soufre, alors elle supporte plutôt bien le soufre jusqu'à 4-5 grammes. Mais comprenez bien que vu qu'elle produit du lactique, plus elle produire de lactique, plus il y a du soufre, le soufre va être actif, donc risque de la gêner également. Étant donné qu'on la met généralement dès l'encuvage, je trouve que le plus stratégique, en fait, c'est quasiment de ne pas sulfiter, de manière à ce que ce soit mis dans les meilleures conditions pour qu'elle produise rapidement du lactique et que vous soyez tranquille à ce niveau-là. Et que vous n'ayez pas des problèmes, en fin de compte, de faire la production de lactique si votre but, c'est d'en faire beaucoup. La température, donc du coup, au-dessus de 20 degrés. Et il faut savoir qu'il existe sur le marché plusieurs choses de Lachantia qui vont avoir, en fin de compte, des caractéristiques très différentes. Elles ne vont pas produire toutes autant de lactique, aussi progressivement, et vont pas être autant résistantes à l'alcool. Et pareil pour les températures. Certaines, en fin de compte, vous pouvez les ensemencer à 18 degrés, d'autres, il faut vraiment mieux être à 20 degrés. Après, ce qu'il faut tenir compte, c'est que si on s'en sert en rouge, on est donc en phase solide. Donc, généralement, on rentre des raisins plus chauds. Donc, vous voyez bien que la température, il lui faut 20 degrés, mais plus la température sera élevée, plus on produira de lactique.
Donc si vous rentrez un raisin à 26 degrés et que vous mettez la chancéa, elle va partir très fortement en production de lactique. Et après, sur les rouges, on fait la malo. Donc il faut savoir que nos cocus ne supportent pas plus de 4 grammes par litre de lactique. Donc ça, c'est aussi à moduler. Ce que vous voulez obtenir, est-ce que c'est sur une cuve ingrédient, est-ce que c'est sur l'ensemble du chai, mais vraiment faire très attention que quand on met une la chancéa, c'est un être vivant. Donc on la connaît, mais on ne la contrôle pas totalement. Donc après, il faut se laisser des marges de sécurité pour ne pas être dans la panade après. Parce qu'avoir une cuve de rouge avec 8 grammes de lactique et malo pas faite, en AOC, c'est compliqué. Ensuite, les Saccharomyces. Donc, en fin de compte, elles modulent l'acide malique. On en a de deux types. Les acidiques, qui dans un premier temps, en fin de compte, vont dégrader le malique comme toute Saccharomyces classique, et ensuite, dans un second temps, par inhibition, en fin de compte, d'une enzyme, elles vont se mettre à produire du malique. Donc, en fin de compte, au final, on aura une meilleure conservation du malique initial. Après, en fait, les démaliques, elles vont aller jusqu'à dégrader 45% au maximum d'acide malique, ce qui est important. Et il faut savoir que plus on a de malique au départ, plus elles vont démaliquer. Donc, plus elles vont métaboliser le malique en autre chose. Donc, du coup, votre pH va monter. Donc, il y a un impact très fort de la souche de levure sur le pH. Donc, en fin de compte, tout ce que je vous montre, c'est qu'il faut vraiment comprendre le raisin qu'on a, sa composition, ce qu'on va obtenir pour savoir quel outil utiliser, les conditions les plus stratégiques. Donc là, rapidement, c'est pour vous montrer en fin de compte comment en fin de compte, les acidiques se mettent à produire en fin de compte de l'acide malique après par l'inhibition d'une enzyme qui transforme le malate en succinate. Il faut savoir qu'avec les acidiques, en fin de compte, la fermentation est quand même plus lente, une centaine d'heures de plus. Ce n'est pas négligeable. Plus on a de sucre, plus on fera de malique. La quantité de malique dépend de la matrice et de la composition des raisins, mais après, il faut quand même être réaliste. Vous n'allez pas perdre beaucoup de degrés alcooliques avec une acidique. C'est quand même des quantités de malique, de sucre qu'on va perdre qui sont faibles. Donc, en fin de compte, il y a une très faible quantité de baisse de degrés alcooliques. Mais par contre, ça peut être intéressant dans un process. Ensuite, Lactobacillus plantarum, donc là, une bactérie non monococcus. Donc du coup, l'avantage de cette bactérie, c'est qu'elle a quand même une gamme de température qui est très large. Donc j'ai marqué de 20 à 26 degrés, mais moi j'ai même des clients qui l'ont testé à 14-15. Ce n'est pas forcément recommandé, mais tout ça pour vous dire qu'en fin de compte, elle peut le faire. Au niveau du soufre, elle a quand même une bonne tolérance, jusqu'à 5 grammes. Après, si vous voulez mettre plus de soufre parce que vous avez des problèmes microbiologiques, du botrytis à la vigne, ce n'est pas un souci. Vous décalez juste l'inoculation des bactéries de 24 heures. Elle est hétérofermentaire, c'est-à-dire qu'en fin de compte, facultative, c'est-à-dire qu'elle va dégrader l'acide malique, mais dès qu'il n'y aura plus de malique, en fin de compte, elle ne va pas dégrader les sucres ni le citrique. Donc pas de montée de volatile et pas besoin, en fin de compte, de sulfiter à la fin de la malo. Donc ça veut dire que sur des rouges, vous voulez faire une cuvaison de 1 mois, ce n'est pas un souci. Vous pouvez très bien faire de la Coinoc avec une ML Prime. Et elle consomme très peu d'azote. Donc, en fin de compte, vous avez une action sur le pH en fonction du moment d'inoculation. C'est-à-dire plus vous la mettrez tôt, en fin de compte, moins vous aurez en fin de compte d'action démalicante de la levure. Donc, plus vous conserverez un niveau d'acidité élevé. On peut s'en servir comme biocontrôle. Pas besoin de sulfiter après la malo. Elle ne produit pas de diacétyl et elle est compatible avec tout le monde. Donc là, en fin de compte, les micro-organismes qui sont un levier contre l'oxydation. Donc, en fin de compte, ils font tous de la bioprotection. Le seul qui vraiment fait que de la protection contre l'oxydation, c'est Mechnicovia fructicola. Comme tout à l'heure l'a dit Anne, en fin de compte, elle va capter l'oxygène. Donc, du coup, en fin de compte, elle va protéger votre vin. Les autres, en fin de compte, ont plus une capacité de révélation aromatique, que ce soit les Lachaucea, les bactéries lactiques ou les Pulcherrima. Après, Siomyces, en fin de compte, n'a pas un effet pour l'instant prouvé réel sur l'aromatique. Par contre, en empêchant les brettes de se développer, on n'a plus l'effet masque des phénols. Donc, quelque part, ça a une action quand même sur le profil aromatique par un gain de netteté. Donc là, je vous ai remis en fin de compte quelques éléments qu'on peut trouver sur les fiches techniques des Mechnicovia, comme quoi elles ont une tolérance relative au soufre, une tolérance faible à l'alcool, pas trop besoin d'azote, surtout elles ne sont pas fermentaires. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que contrairement en fin de compte à d'autres souches de non-sac, elles s'implantent assez rapidement, elles montent vite en population, donc elles occupent vite le terrain, et donc elles permettent vraiment bien de limiter la flore indigène. La gamme de température est idéale pour faire en fin de compte des stabulations à froid ou des macérations préfermentaires à froid, entre 2 et 25 degrés. Elle produit très peu de composés indésirables et il n'y a aucune interaction négative avec les sacs ni les bactéries lactiques.
Donc en fin de compte, elle a de nombreux avantages et je pense le plus important, c'est la révélation des thiols, puisqu'en fin de compte, elle a une activité bêta-liase, donc elle permet en fin de compte de révéler des précurseurs qui sont accrochés à des sucres qu'on ne pourrait pas révéler sans ça. Donc du coup, plus on monte le pool de précurseurs, plus on aura en fin de compte d'arômes révélés par levure ensuite. Elle a également la capacité de chélater le fer. Alors ça paraît rien, mais il faut savoir que les brettes n'ont pas la capacité de le déchélater. Étant donné que le fer est un cofacteur de réaction enzymatique pour des levures, elles ont besoin de fer dans la réaction. Donc, vu que les brettes ne peuvent pas le déchélater, en fin de compte, quelque part, s'il est chélaté par les pulchérima, vu que les sacs peuvent le déchélater et peuvent s'en servir, ça permet un peu de limiter la multiplication des brettes. Donc, c'est un effet secondaire, mais qui peut être intéressant. Donc, en fin de compte, c'est naturel, donc c'est de la bioprotection, ça occupe le milieu, et ça peut être une solution soit complémentaire au soufre, soit de remplacement au soufre. Ensuite, la Mechnicovia fructicola. Donc, comme la pulchérima, en fin de compte, elle ne fermente pas, les mêmes types de tolérance, en fin de compte, au soufre, elle est juste, en fin de compte, au niveau de la gamme de température utilisable plus bas. Par contre, c'est celle qui se multiplie le plus rapidement. C'est-à-dire qu'elle s'implante encore plus vite que la pulchérima. Donc, en termes d'occupation du milieu et limitation de la flore indigène, c'est la plus efficace. On peut la mettre directement, en fin de compte, dès la vigne, sur les bennes à vendange. Plus on la met tôt, plus elle occupe le milieu, plus elle va empêcher en fin de compte les levures telles que les Enseniaspora ou les brettes de se multiplier. Donc du coup, moins vous en rentrez dans votre chai, en occupant le milieu par une autre souche, puis vous serez tranquille. Donc maintenant, la Siomyces pyraidae. Donc en fin de compte, c'est une non-saccharomyces. Elle ne fermente pas. Elle a une capacité d'implantation, par contre, elle qui est plutôt modérée. Elle est moins rapidement implantable, en fin de compte, qu'une Mechnicovia. Sa gamme de température est entre 8 et 26 degrés. Elle ne produit pas de composés indésirables. Par contre, son principal intérêt, c'est de produire une toxine qui, en fin de compte, va lutter contre les brettes. Il faut savoir qu'en fin de compte, cette toxine, elle va la sécréter principalement pendant la phase de multiplication. Donc, en fin de compte, c'est quand même un temps très, très court. Donc, il faut vraiment bien qu'elle s'implante pour pouvoir, en fin de compte, produire cette toxine et qu'on ait une bonne efficacité. Par contre, on se rend compte maintenant avec les essais en cours qu'elle ne produit la toxine qu'au début, pendant la phase de multiplication. Par contre, elle reste vivante dans le mou jusqu'à 8 degrés d'alcool. Pour l'instant, on n'a pas vraiment vu d'impact aromatique particulier de ces souches. Mais par contre, pour empêcher les brettes de développer, c'est très intéressant. Après, rien ne vous empêche, en fin de compte, si vous voulez profiter un maximum d'une Siomyces, c'est de mettre en fin de compte une Mechnicovia avant. Vous mettez une Mechnicovia le plus tôt possible pour qu'en fin de compte, elle limite la propagation de la flore indigène et facilite en fin de compte l'implantation de la Siomyces. Par contre, comme toutes ces choses de bioprotection, il faut vraiment adapter la dose à la pression au vignoble. Pression visible ou invisible. Ce n'est pas parce que le raisin vous paraît sain qu'il n'y a pas de la flore indigène sur la pellicule. Quand il y a du botrytis, on sait très bien qu'en plus du botrytis, il y aura certainement d'autres choses. Donc on est souvent plus vigilant sur nos pratiques. Par contre, quand les raisins sont sains, par exemple comme nous en 2025 à Bordeaux, ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas des Enseniaspora. Donc ne pas mettre une faible dose en pensant que sur le raisin, il n'y a pas grand-chose, on est tranquille. Sinon, en fin de compte, on n'aura pas l'efficacité. Donc, en fin de compte, là, je vous résume un petit peu les avantages. La toxine, la bioprotection, occupation du milieu. Pour l'instant, la durabilité de la souche dans le temps, jusqu'à 8 degrés d'alcool, on a trouvé par contrôle d'implantation. Et en fin de compte, c'est une solution qui respecte la fermentation alcoolique et malolactique et qui n'est pas étiquetable. Donc, maintenant, je vais vous montrer en fin de compte différents types de process œnologiques que vous pouvez utiliser, qui vous permettent en fin de compte de vraiment moduler à votre souhait les profils des vins, donc pouvoir faire des vins à la fois originaux ou rester dans la tradition, le respect du terroir. Donc tout d'abord, l'impact du choix de la souche de bactéries lactiques et du moment d'inoculation. Donc on a deux types de souches, Œnococcus et Lactobacilles, deux moments d'inoculation, en co-inoc ou en séquentiel. Donc là, en fin de compte, je vous montrer avec un petit tableau les avantages et les limites de chaque technique, parce que ce qui est important, c'est quand on comprend bien comment chacun fonctionne et où sont ses limites, on sait quand les utiliser et pourquoi les utiliser. Donc par exemple, si vous prenez ce cas-là avec AML Prime en co-inoculation, donc en fin de compte, comme elle s'implante très rapidement, vous la mettez à l'encuvage, donc en fin de compte, pas besoin de sulfiter, elle peut avoir une action de bioprotection, elle dégrade l'acide malique même à très faible quantité.
de 0,3 jusqu'à 5 grammes par litre, elle est très rapide et ne produit pas de diacétyl. Par contre, sa limite, c'est que comme c'est une bactérie, en fin de compte, que l'on inocule, mais qui ne se multiplie pas, c'est-à-dire qu'on met la quantité nécessaire et suffisante pour faire la malo, eh ben, il faut qu'elle a une durée de vie qui n'est pas très longue, une dizaine de jours, il faut impérativement que vous ayez relargué tout le malic des raisins dans ce laps de temps. Sinon, en fin de compte, elle va dégrader le malic disponible. Et si, en fin de compte, il y a des relagages plus tardifs en fin de cuvaison, ben, vous allez retrouver des doses de malic parfois supérieures à 0,3. Donc, il faudra refaire une malo derrière. Donc, ce qui veut dire qu'en fin de compte, si vous ne foulez pas et vous faites très peu d'extraction sur votre marc, c'est peut-être pas très intéressant de faire une Coinoc avec une ML Prime ou stratégique. Si vous voulez faire une cuvaison courte, c'est pas un souci. Mais si c'est une cuvaison plus longue, ça peut poser problème parce qu'après, il y a des relargages si vous ne faites pas assez d'extraction. Par contre, si vous faites une Coinoc avec Pneumococcus, au niveau du profil aromatique, il y a quand même une belle variabilité. La durée de vie des bactéries, vu qu'en fin de compte, vous mettez des bactéries qui se multiplient, elles restent très longtemps dans votre vin. Donc, en fin de compte, vous faites la malo aussi longtemps que vous voulez. Par contre, son inconvénient, c'est qu'en fin de compte, une fois qu'il n'y a plus de malic, elle peut dégrader les sucres. Donc, il faut impérativement que les fermentations alcooliques finissent avant un malolactique. Après, vous pouvez avoir un delta de quelques jours, mais vous ne pouvez pas faire une malo, par exemple, en 3 jours avec une Pneumococcus, les fermentations qui continuent une quinzaine de jours, parce qu'en ces cas-là, vous aurez des montées de volatiles, donc des problèmes. Après, l'inconvénient d'une Pneumococcus, comme tout à l'heure je vous l'ai dit, c'est l'acide lactique. C'est-à-dire si vous avez mis dans votre process, en fin de compte, une lâche en CA, que vous avez produit plus de 4 grammes de lactique, eh ben, elle ne pourra pas faire la malo, même en Coinoc. Ensuite, si on regarde au niveau du séquentiel, avec une ML Prime, comme je l'ai dit, en fin de compte, vu que vous mettez la quantité nécessaire de bactéries et qu'elle fait la malo directement, en fin de compte, vous faites une malo en quelques jours. Donc vous profitez en fin de compte de la température de votre cuve de macération, qui peut être à 25, 26 ou 30, pour faire la malo. Donc du coup, vous ne chauffez pas. Donc au niveau bilan carbone, c'est plutôt intéressant. Elle est très rapide. Et, par contre, l'autre avantage, c'est qu'elle supporte très bien l'effort de gras alcoolique. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous écoulez votre vin, vous vous rendez compte que vous avez 90 d'IPT et 16 d'alcool, et on va dire 0,5 d'acide malique. Ben là, en fin de compte, avec une ML Prime, vous pourrez le faire en 4-5 jours. Alors qu'en fin de compte, si dans ces mêmes conditions, vous prenez Pneumococcus, le problème, c'est que Pneumococcus est un peu plus sensible aux fortes températures et sensible, en fin de compte, aux forts IPT. Ce n'est pas la quantité qui la gêne, c'est plutôt la composition des IPT, dans les IPT des tanins qui la dérange. Et par contre, vous mettez les bactéries, mais si les conditions sont compliquées, la malo peut se faire rapidement ou peut se faire dans 1 mois ou 2 mois. Conclusion, pendant tout ce temps-là, il faudra chauffer. Donc, en fin de compte, connaître la composition analytique de son mou pour la Coinoc ou de son vin pour la faire en séquentiel, c'est très important. Enfin, vraiment de savoir quel micro-organisme choisir et dans quelles conditions l'utiliser. Après, il faut savoir aussi qu'il y a une différence de prix, parce que les lactobacilles sont quand même 1/3 plus chers que nos Pneumococcus. Donc, parfois, le prix, c'est aussi un critère de décision. Donc maintenant, juste pour illustrer en fin de compte l'impact aromatique des souches, là en fin de compte c'est un essai que j'ai mené et c'est juste pour vous montrer qu'en fin de compte, si vous mettez une lactobacille en Coinoc ou en séquentiel, ici, en fin de compte, c'est uniquement sur quelques esters d'alcool qu'on a une différence au niveau du séquentiel. Sinon, en fin de compte, pour tout le reste des composés aromatiques, que ce soit le phényléthanol, l'acétate d'isoamyle, on a la même chose. Donc en fin de compte, il n'y a pas un impact aromatique de la lactobacille sur le moment d'inoculation. C'est plus, en fin de compte, la souche qui vous apporte certains profils aromatiques. De même, en fin de compte, quand vous faites une Coinoc, soit avec une lactobacille ou une Pneumococcus, on a une amélioration des IPT, c'est-à-dire qu'on gagne 10 points d'IPT, c'est-à-dire qu'on stabilise mieux la couleur. Le vin est plus coloré et l'effet est plus marqué avec lactobacille qu'avec Pneumococcus. Là, maintenant, c'est pour vous montrer, en fin de compte, au niveau de Pneumococcus. Donc après, quelle que soit la souche de Pneumococcus sélectionnée, elle aura des caractéristiques aromatiques. Donc dans le premier cas ici, en fin de compte, c'est un Cabernet Franc. Donc c'est exactement le même raisin, la même levure de fermentation. La seule différence, en fin de compte, c'est qu'on a inoculé en séquentiel différentes souches de Pneumococcus. Et vous voyez qu'en fonction des souches, par rapport aux témoins, on a vraiment une grosse modulation, en fin de compte, des esters fruités. C'est-à-dire que si vous voulez faire du fruit frais ou du fruit rouge, eh ben, en fin de compte, il faut prendre tel type de bactéries. Si vous voulez faire de l'épice, c'est tel autre. Donc après, à vous de savoir le profil de vin que vous voulez obtenir pour choisir la bonne bactérie. Par contre, il faut juste faire attention à une chose, c'est que
chaque souche, en fin de compte, dépend de la composition du raisin. Donc, ce n'est pas parce qu'une souche, en fin de compte, vous donne du fruit sur du merlot, par exemple, vous voyez, sur du merlot, vous n'avez pas du tout la même efficacité entre deux souches. C'est 21%, mais ce n'est pas négligeable, en fonction des profils de vin que vous voulez obtenir. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. Par contre, je trouve ça très intéressant de voir qu'en fin de compte, c'est quasiment presque plus la souche de bactéries qui va impacter, en fin de compte, le profil des vins que la levure, surtout quand vous faites en séquentiel. Donc, en fin de compte, le choix de la bactérie, notamment Eunococcus, est très important par rapport à ce que vous voulez faire. Là, c'est pour vous montrer, en fin de compte, toujours pour les profils aromatiques, l'impact du diacétyl, qui est un effet masque aromatique. Donc, en fin de compte, on voit dans ce premier cas qu'en fonction du moment où on inocule, en fin de compte, le Eunococcus, forcément, la malo a une durée différente. C'est-à-dire en coinox, c'est-à-dire grosso modo entre 12 et 24 heures après les levures, on voit que la fermentation malolactique se passe très vite parce qu'en fin de compte, les bactéries ont accès à tous les nutriments. Et là, on produit très peu de diacétyl. En inoculation précoce, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est 72 heures après les levures, on voit déjà que la durée de malo est un peu plus longue et qu'on produit plus de diacétyl. Et par contre, quand on le fait en séquentiel, la malo, la durée est variable, comme je vous l'ai dit, en fonction des conditions du raisin, mais également la production de diacétyl est plus importante. Par contre, cette production de diacétyl, elle est également souche dépendante. C'est la matrice, mais c'est la souche et le moment d'inoculation. Donc, en fonction de ce que vous voulez obtenir, quand vous voulez un blanc qui ressemble à un chardonnay, ou faites la malo pour avoir du gras, un côté beurré, en fin de compte, il faudra plutôt le faire en séquentiel, avec en fin de compte la souche qui peut en produire le plus. Par contre, vous voulez, pour des raisons, par exemple, de stabilisation microbiologique, faire une malo sur un blanc, pour ne pas avoir en fin de compte des malos spontanés qui peuvent se produire pendant le bâtonnage ou en bouteille. Dans ces cas-là, mieux vaut prendre en fin de compte soit une Eunococcus qui ne fait pas de diacétyl, soit, pour être encore plus tranquille, prendre une ML Prime, une lactobacille, puisqu'elle ne produit pas de diacétyl. Et dans ces cas-là, en fin de compte, votre vin est stable directement, sans avoir besoin d'ajouter du lysozyme ou du fumarique. Donc en fonction de vos process et de vos certifications, peut être intéressant. Donc là, c'est pour vous montrer en fin de compte l'Aciomyces. Donc c'est le même type de raisin. En fin de compte, les 3 cuves ont été remplis en même temps. Dans le contrôle, en fin de compte, on l'a sulfité et levuré. Et ensuite, on a été très optimiste. On a mis 2 types de bioprotection. Du coup, une Mechnikovia et une Siomyces à 25 grammes hecto. Parce qu'en fin de compte, ça a été fait en 2024. On avait beaucoup de botrytis sur les raisins, donc on a voulu se couvrir au niveau de la flore indigène. On a laissé en fin de compte macérer en bioprotection ici à 20 degrés pendant 3 jours avant de levurer, de manière en fin de compte à laisser les bioprotections se multiplier et occuper le milieu le plus longtemps possible. Donc tout ça pour vous montrer, que l'impact qu'il y a eu, c'est qu'on a fait des contrôles en fin de compte fin FA, fin malo et 5 mois après l'élevage, en fin d'élevage, après la FA. Et on voit très bien qu'en fin de compte, dans un premier temps, on n'a pas de brette, donc même pas dans le témoin. Après, ça peut être l'effet protecteur du soufre aussi. Et en fin de compte, vu qu'on a fait fermentation alcoolique et malolactique sans vide microbiologique, on n'a pas laissé volontairement la place aux brettes de se développer s'il y en avait. Par contre, on voit qu'au niveau de fin malo, donc du coup, à l'écoulage, tout se passe bien, on n'a toujours pas de brette. Par contre, on voit très bien que là, il y a uniquement, en fin de compte, avec Salva, qu'on n'a rien. Et là, en fin de compte, c'est pareil au niveau des phénols. La production de phénol, on voit très bien qu'en fin de compte, il y a uniquement avec l'Aciomyces qu'on n'a pas de production d'éthylphénol, même 5 mois après fermentation alcoolique, donc après l'élevage. Après, ce qu'il faut tenir compte, c'est que, comme je vous expliquais, l'Aciomyces, en fin de compte, elle produit la toxine au tout début, pas en phase de multiplication. Donc, votre vin est protégé tant qu'il ne change pas de cuve. Par contre, si vous changez, faites un sous-tirage, vous entonnez, si vous mettez votre vin dans un contenant qui, lui, peut être contaminé par du biofilm ou par des brettes, là, par contre, vu que la Siomyces n'est plus là et n'est plus active, en fin de compte, il peut être recontaminé. Par contre, c'est quand même une solution naturelle de protection. Et pareil, la dose, il faut vraiment l'adapter à la pression microbiologique. Alors, je sais que ce n'est pas toujours facile de savoir à l'avance si on aura une année à brette ou pas à brette, mais sincèrement, quitte à mettre un micro-organisme en bioprotection, que ce soit une Mechnikovia ou une Siomyces, il faut toujours en mettre suffisamment pour au moins avoir un effet. Vouloir en mettre que 2-3 grammes, vu que vous ne connaissez pas exactement la pression microbiologique, en fin de compte, ça ou rien, c'est pareil. Je pense qu'il vaut mieux mettre la dose suffisante et nécessaire pour au moins avoir l'effet escompté, plutôt qu'en fin de compte vouloir réduire les coûts et pas en mettre assez, et du coup ne pas avoir d'effet du tout.
Donc là, c'est juste pour vous montrer, en fin de compte, sur le merlot, qu'il n'y a pas vraiment d'impact particulier aromatique de la Chiomyces, hormis le fait qu'il n'y a pas de phénol, donc du coup, pas de masque aromatique. Donc là, en fin de compte, c'est pour vous montrer comment réduire les intrants chimiques étiquetables, notamment le soufre, avec des Mechnikovia, et en fin de compte, au niveau du profil aromatique des vins. Donc en fin de compte, par exemple, si vous avez un mou où vous avez un niveau d'acide malique et NAT suffisante, vous pouvez très bien, en fin de compte, ne mettre que Calypso, donc une Mechnikovia, par exemple Pulcherima, dans le pressoir ou en fin de compte en stabulation, et vous aurez une révélation aromatique. Après, vous pouvez aussi, si vous voulez acidifier, mettre en fin de compte une Lachantia ou des bourbages. Par contre, juste attention à la température, sortie des bourbages. Après, si vous voulez avoir, comme je l'ai dit, une stabilisation microbiologique de vos vins, en fin de compte, mettre une lactobacille, par exemple, sur un blanc, pour ne pas avoir, pour faire un vin blanc sans soufre et être tranquille par rapport, en fin de compte, au malo spontané, ce sera beaucoup plus facile. Donc, en fin de compte, les avantages, c'est qu'on met peu ou pas de SO2. Dans tous les cas de figure, on a un gain aromatique, notamment d'éthiol. On a généralement une stabilité microbiologique. Et par contre, on a une gestion des températures qui est peut-être maîtrisée. Parce que quelque part, vous voyez ici, en mettant Calypso, vous pouvez très bien, en fin de compte, si vous mettez une dose suffisante, pas faire de froid. C'est-à-dire faire une stabulation à température ambiante. Et plus, en fin de compte, vous serez sur une température un peu élevée, plus, en fin de compte, la Mechnikovia produira d'éthiol. Donc, si votre objectif, en fin de compte, c'est d'avoir une forte production aromatique, il faut la mettre dans les meilleures conditions possibles. Donc, vous n'êtes pas obligé, en fin de compte, de la mettre à 6 degrés. Donc, vous gagnez des frigories. Donc, en fin de compte, tous ces organismes, c'est comme ça qu'il faut les gérer, il faut les comprendre, les manipuler. C'est une sorte de super boîte à outils qu'il faut savoir soit en prendre plusieurs, soit en prendre qu'un, suivant ce qu'on veut obtenir, son équipement, ses profils de vin que l'on veut souhaiter obtenir. Donc là, en fin de compte, c'est pour vous montrer l'impact aromatique des Mechnikovia. Donc ici, en fin de compte, c'est le témoin qui a été sulfité, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on a pressé le raisin et sorti pressurage, en fin de compte, on a réparti dans 2 cuves, une avec du soufre, une en fin de compte avec une Mechnikovia Pulcherima, qu'on a en fin de compte laissé pendant 6 jours à 6 degrés. Et ensuite, on a fait la fermentation alcoolique avec la même levure. Et vous voyez qu'en fin de compte, la production de 3MH et de 4MMP qui est quand même pas négligeable, uniquement par la présence de la Mechnikovia. Après, ce qu'on a constaté, c'est qu'également, on avait en fin de compte au niveau des DO 420 beaucoup moins de couleur jaune avec la Mechnikovia qu'avec le soufre. Donc quelque part, une très bonne protection contre l'oxydation grâce à sa capacité en fait à capter l'oxygène. Et le fait, en fin de compte, de faire une macération à froid, il faut savoir qu'à froid, on dissout de l'oxygène. Donc, quelque part, mettre une levure qui capte l'oxygène, ça va avoir comme un effet très protecteur et antioxydant. Donc là, en fin de compte, c'est juste un graphe pour montrer tout ce que ça a pu apporter au niveau de différents profils aromatiques, que ce soit la rondeur, que ce soit la fraîcheur aromatique, les frais exotiques. Là, en fin de compte, c'est du sémillon. On a fait un cracking, donc je ne sais pas si vous connaissez la technique, c'est-à-dire qu'on presse le raisin et ensuite, en fin de compte, on chauffe à 70 degrés le jus et les bourbes, de manière à libérer tous les précurseurs présents, en fin de compte, dans les cellules de la pulpe. Donc, en fin de compte, on chauffe pendant 5 minutes et après, on refroidit, juste pour provoquer un éclatement. Et il faut savoir que les précurseurs, en fin de compte, ils ne sont pas sensibles à la température, surtout sur un temps aussi court. Donc, on n'altère absolument rien. Donc là, en fin de compte, ce qui est amusant de voir, c'est qu'on a le témoin ici, qui a été sulfité. Et en fin de compte, ici, on a fait une association de Mechnikovia et de Lachantia pour, en fin de compte, booster encore plus le côté aromatique, mais également apporter un peu d'acidité, donc rééquilibrer la bouche. Et donc, du coup, on voit que les deux, en fin de compte, on a eu un effet cumulatif, la révélation d'éthiol, par la Mechnikovia et par la Lachantia, en plus de l'acidité. Il faut savoir que quand on monte en fin de compte l'acidité avec l'acide lactique, sur de Lachantia, excusez-moi, moi j'ai fait un essai chez un client en barrique, donc en fin de compte où la température est plus facilement en fermentation pour un blanc entre 22 et 23 degrés, on ne la contrôle pas, on a obtenu 19 grammes par litre d'acide lactique. Donc ça peut paraître beaucoup comme ça, mais en produisant autant de lactique, on a produit beaucoup de glycérol. Et donc, en fin de compte, au cours de l'élevage, ces 3 barriques ont eu un énorme gain en gras et en volume de bouche. Donc, ce qui était en fin de compte sorti FA, limite pas dégustable tellement c'était acide, est devenu presque en fin de compte un produit à part entière à la fin. Et donc, du coup, on a gardé une partie de ce lot sans la Lachantia, une partie avec la Lachantia. Et quand on s'est amusé en assemblage à mettre 5 à 10% du lot avec la Lachantia dans l'autre, on a
révéler des tioles sur l'autre partie. Pour vous dire qu'en fin de compte, en modulant le pH par ajout en fin de compte d'un lot dans un autre, c'est très intéressant. Donc se servir en fin de compte de ce type de protocole comme ingrédient et pas forcément à généraliser. Au niveau des coûts de production, c'est raisonnable. Et par contre, on a un réel effet aromatique. Donc voilà, en conclusion, le changement climatique, en fin de compte, va modifier les stades phénologiques, la composition des raisins, donc modifier le rapport des acides, notamment du malique et du tartrique. Et donc, il faut vraiment adapter les process de vinification à cet équilibre. Donc, connaître la composition de son raisin, quel que soit le millésime, c'est très important. Le profil du vin recherché. On peut profiler une cuve comme un ingrédient pour faire des assemblages après avec, ou en fin de compte, le faire sur tout le chai. Il faut toujours adapter son protocole d'élaboration en fonction de son équipement, de ses pratiques, de ses objectifs produits, des avantages et des limites des micro-organismes, parce qu'en fin de compte, on travaille avec du vivant. Quand on met de l'acide tartrique dans une cuve, on sait très bien qu'en mettant 100 grammes hecto, on aura tel effet. Là, quand on met un être vivant, il faut le contrôler, parce que parfois, il peut échapper à notre contrôle, notamment avec les lâches-en-serre. Avec les Mechnikovia, vous n'aurez pas de problème, puisqu'en fin de compte, elles ne génèrent pas de produits, donc du coup, vous n'avez pas à limiter la quantité de quelque chose qu'elles produisent. Par contre, avec une lâche-en-serre, oui. Donc il faut vraiment être bien encadré, savoir vraiment les limites et savoir qu'on travaille avec du vivant. Donc ce n'est pas toujours facile à contrôler, mais il faut vraiment se border au maximum. Donc un contexte qui pousse à l'innovation responsable entre pression climatique, exigences sociétales et impératifs environnementaux. Les filières doivent évoluer. La réduction des intrants, l'amélioration du bilan carbone et la transparence deviennent des axes stratégiques majeurs pour garantir la résilience d'exploitation, la confiance des consommateurs et la durabilité des produits, mais aussi créer l'originalité. Merci beaucoup pour votre attention.